Salut, je suis Stéphane Moïsaki, je suis le rédacteur en chef de Capture Mag et je suis ici pour vous parler du MOOC que nous allons sortir pour fêter les 10 ans du site. Alors avec ce livre, en fait, on voulait retracer les 10 ans de Capture Mag, notre cinéphilie à nous, parler des chamboulements du cinéma, le faire à travers plusieurs dossiers. Vous allez retrouver les critiques d'Arnaud Bordas, de Rafik Djoumi, de Julien Dupuis, de moi-même, en fait, sur les films qu'on a retenus dans cette décennie, en fait, qui vient de se passer. Dans le sommaire, vous retrouverez des interviews complètes de Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Guillermo del Toro qui nous parle de toute sa carrière sur ces 10 dernières années, ou encore Stefano Sollima qui nous parle de ses films italiens. Avec notre éditeur Aquileos, l'idée c'est de faire un bel objet, un beau livre en fait pour résumer vraiment ce qu'a été Capture Mag pour nous pendant 10 ans. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site de KissKissBankBank pour le précommander. Le but de cette campagne est d'amortir la conception de ce bel objet. Donc si notre travail vous intéresse, précommandez-le sur KissKissBankBank dès maintenant. Et encore merci à tous pour votre soutien depuis toutes ces années. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stories the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis encore aujourd'hui avec mon ami Julien Charpentier. Salut Julien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Pour parler d'un superbe film noir, superbe adaptation de roman de gare, qui est Balade entre les tombes de Scott Frank, qui est un film relativement récent. On n'est plus dans les années 90, mon cher Julien C, n'est-ce pas? Et ben pour le coup, contrairement à la dernière fois quand on parlait de L'Arme Fatale 4 où on n'avait même pas besoin de pitcher le film, là je te lance pour pitcher le film parce que c'est quand même un film qui raconte un peu plus de trucs. Alors, c'est un film tiré donc d'un roman, comme tu l'as dit, un roman de Lawrence Bloch, dont on a déjà parlé ici dans Stéroïdes. Arnaud et toi aviez fait 8 milliards de façons de mourir, ouais. Très très beau titre, et qui est le 5e roman de la série des Matt Scudder, qui est le personnage principal, et celui-ci est le 10e roman de la série des Matt Scudder, qui s'appelle effectivement Balade entre les tombes, et donc c'est l'histoire de ce détective, Matt Scudder, qui est, si vous avez vu 8 millions de façons de mourir, un poivron notoire, et dans ce film-là, c'est quelqu'un qui, au début, au prologue du film, boit encore, et suite à un événement dramatique, va se mettre à arrêter de boire, va abandonner son métier plus ou moins, va le continuer de temps en temps, parce qu'en fait, c'est plutôt un appel qu'autre chose chez lui, c'est un besoin, ce besoin de justice, et il va être contacté par quelqu'un qui lui dit « Écoutez, j'ai besoin de vous, ma femme a disparu, j'ai déjà payé la rançon, et ils l'ont fait récupérer en petits morceaux. Je veux que vous m'aidiez à les retrouver. » Donc c'est pas de sauver la femme, l'enjeu, c'est bien de retrouver ceux qui l'ont buté, parce qu'ils l'ont littéralement mis en petits morceaux, parce que le gars qui l'a appelé est un trafiquant de drogue, donc pas franchement à tendre, et la raison pour laquelle il veut les retrouver, c'est de les buter. Voilà, on s'est résumé assez condensé quand même, hein, mine de rien. T'es allé un petit peu vite en besogne sur l'épisode traumatique, on va dire, puisque ce n'est pas tout à fait présenté comme ça, mais on en reparlera en fait, parce que c'est très intéressant, je trouve. Voilà. Peut-être pour commencer, en fait, faire un distinguo avec ces 8 millions de façons de mourir. Hein. Donc c'est Jeff Bridges qui joue le rôle dans 8 millions de façons de mourir. Là, c'est Liam Neeson. Contrairement, sans, comment dire, encore une fois, vous renvoyer à l'épisode de L'Arme Fatale 4, contrairement à L'Arme Fatale 4, si ce film existe, c'est parce que les gens avaient vraiment envie de le faire. Ça, il faut le préciser. Parce que, en fait, c'est un film qui a été en development hell pendant 12 ans, 13 ans. Scott Frank avait écrit un premier scénario, parce que Scott Frank est un scénariste avant tout, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le connaît comme le showrunner, en fait, de Godless sur Netflix, surtout du Jeu de la Dame, qui a été un très gros carton. Ouais. C'est quelqu'un qui a, un énorme amour pour le roman de gare, pour le film noir. Il a notamment écrit, il a adapté déjà Elmore Leonard en fait dans les années 90 avec Out of Sight, Hors d'atteinte, fabuleux Hors d'atteinte. En plus c'est un grand scénariste. Ah ouais, c'est un très grand scénariste et c'est quelqu'un qui est un amoureux en fait du genre en fait. C'est-à-dire quand je dis du genre, c'est vraiment du genre dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de toucher au comic book. Puisqu'il a écrit Logan. Voilà, il a écrit Logan. Bon, et aussi Wolverine, le combat immortel. Voilà, le précédent de James Mangold, quoi. Même si à mon avis, il y a eu énormément d'interférences du studio sur ce film-là, quoi. Il a aussi tâté du western, hein, puisque Godless, c'est ce que c'est, quoi. Voilà. Oui. Et là, en fait, c'est du roman de gare pur et dur. Et c'est en fait un roman qu'il a souhaité adapter dans les années 2000. Enfin, il a écrit un premier jet, qui est plus ou moins apparemment le scénario qui a été utilisé finalement pour son film à lui, mais à l'époque, dans les années 2000, au début des années 2000, ça devait être un film avec Harrison Ford, et réalisé par DJ Caruso. On l'a échappé belle, parce que DJ Caruso, c'est quand même le réalisateur, l'immortel réalisateur de Salton Sea,
Que j'ai jamais vu suite à tes conseils et ton amour immodéré pour ce film. Voilà, l'œil du mal, comment dire, non, l'œil du témoin, non, l'œil du mal, en fait, le truc avec Shia LaBeouf. Là, Shia LaBeouf et Michel Monaghan. Ouais, c'est ça, voilà. Et produit par, je crois, Michael Bay, ou Steven Spielberg, non, c'est ce qui est quand même, enfin, c'est un truc complètement, enfin, et puis c'est vraiment le film oublié par excellence, quoi. Et Triple X3. Triple X3. Ah oui. Voilà, donc, voilà, non, mais c'est un grand réalisateur. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me contredire dans les comment dire. Il a fait aussi ce truc qui avait cartonné là. Comment ça s'appelait toujours avec Shia LaBeouf, là, cette espèce de fenêtre sur cours teenager. Paranoïaque. Ouais, c'est ça qui est un enfer en fait. C'est nul ce truc, tu vois. Tu vas fort, c'est pas un enfer, j'ai déjà vu pire. Mais moi, de toute façon, DJ Caruso, c'est vraiment le réal, j'ai jamais compris quoi. J'adorais sa phrase d'accroche, j'adore cette phrase. C'était le mec, en fait, on fait des mélanges, tu vois. Et on va arriver à obtenir ce qu'on veut, tu vois. J'ai toujours été persuadé que si on utilisait la mise en scène d'Hitchcock et la capacité de direction d'acteur de Cassavetes, on pourrait faire des chefs-d'œuvre, tu vois. Et t'as envie de dire, apparemment t'as essayé, ça marche pas. Donc il a pas tort. C'est juste que lui, sait pas le faire. Non, voilà, c'est ça, tu vois. Scott Frank, c'est un scénariste de talent, comme tu l'as dit, mais qui est aussi passé à la réalisation en 2007 avec un tout petit film de braquage qui s'appelle The Lookout. Je l'ai pas vu, il est comment ? Ouais, superbe. Et vraiment, c'est un tout petit film, toute petite première. C'est complètement passé inaperçu à l'époque, ça a été un bide, mais comme tout, c'est des films de dinosaures, hein, ce qui fait, faut le dire, hein, faut être honnête, mais des films de dinosaures, c'est pas du tout péjoratif dans notre bouche à nous. C'est vraiment, comment dire, toujours très bien fait, quoi. Et là, c'est un tout petit film avec Joseph Gordon-Levitt et Jed Daniels, qu'il a plus tard réutilisé pour Godless, hein, qui est le grand méchant de Godless, quoi. Grande figure machiavélique. Ça nous permet d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Godless, regardez-le, quoi. C'est sur Netflix. Parce que tout le monde a adoré le jeu de la dame, mais assez peu de gens ont eu la curiosité de se dire, mais il a fait quoi d'autre ce gars-là ? Si vous avez la curiosité, allez voir Godless, vous n'allez pas le regretter. Ça dure 7 épisodes, comme le jeu de la dame. Et c'est super bien écrit, super intéressant. Enfin, je trouve qu'il faut un peu promouvoir ce programme qui a été oublié, quoi. Tout à fait. Et du coup, voilà, en fait, c'est-à-dire que c'est un projet, en fait, Balade entre nous, qu'il a porté pendant longtemps, qui à la base était donc destiné, comme je l'ai dit, à d'autres réalisateurs, quoi. Je crois même qu'à un moment donné, Joe Carnahan était sur l'affaire aussi, quoi. Avant, et puis c'est tombé en comment dire, pareil dans les limbes du développemental. Et là, en fait, ça s'est mis en place, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est le film qui rachète chez Liam Neeson tous les Taken, tous les Non-Stop, tous les... Ah bah oui, parce que le film date de 2014, c'est ça. En plein milieu de ce que nous appelons, pas très affectueusement, les Liam Neesonneries. Ouais, ou le Taken Exploitation. Voilà, puisque ça a commencé, donc Taken c'est 2008, hein, que l'année d'avant, celui-là, il devait y avoir... Tekken 3 ou un truc comme ça. Non, t'avais Tekken 2, t'as eu Non-Stop la même année, t'as eu, c'est pas mal de films comme ça, et puis au milieu, donc t'as comment dire, Balade entre les tombes. T'as eu deux films sauvés dans cette période, toujours pas finis d'ailleurs, qui sont le Fabuleuse Grey et ce Balade entre les tombes de Scott Frank. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est Liam Neeson qui donc, en fait, entre deux films d'action un peu bas du front, quoi, s'offre une respectabilité... on va dire dans cette seconde partie de carrière, tu vois, voire dernière partie de carrière, puisque mine de rien, il est plus tout jeune, hein, Liam Neeson, quoi. Et il y a eu quelque chose de très triste, je trouve, sur ce film, c'est que ça, c'était clairement un film, comme tu l'as dit, que les gens avaient envie de voir. Envie de faire. Et du coup, ils avaient tellement envie de le faire que pour eux, ils se sont dit, bon, c'est un petit budget, je crois que c'est une vingtaine de millions de dollars, 28. Ils se sont dit, si ça marche, on pourra en faire d'autres, des Scudder. Oui, parce qu'il y a plusieurs livres, en fait. C'est-à-dire que même Lawrence Block lui-même, en fait, je l'ai jamais vu se prononcer sur le film d'Al Ashby. Non plus. Là, on vous renvoie vraiment au podcast. Peut-être qu'Arnaud en parlait, mais on vous renvoie au podcast en fait de l'époque. C'est un des premiers épisodes de Stéroïde, le podcast. Et en gros, comment dire, c'est pas très réussi. 8 millions de façons de mourir. Faut être honnête, quoi. Là, en gros, tu saurais pas que c'est le même personnage. Tu saurais pas que c'est la même source, en fait, on va dire, d'auteur, tu vois. Enfin, les deux films sont complètement différents. Il faut aussi dire que celui-ci, par contre, Laurence Bloch s'est prononcé et il a participé au film. Il était présent, il s'est très bien entendu avec Scott Frank et il lui a dit, moi, il y a un gars que j'imaginais dans le rôle de, si un jour un gars devait faire mon Matt Scudder idéal, ce serait Liam Neeson. Et apparemment, c'est quelque chose qu'il pensait depuis, il l'a vu dans Michael Collins. Ouais. Ce qui est quand même, qui est un film qui date de 96 quand même avec Neil Jordan, quoi. Donc, un film de Neil Jordan. Et du coup, c'est quand même dingue en fait que le mec se soit dit ça à cette époque-là, surtout sur ce personnage-là qui finalement a rien à voir avec Matt Scudder, quoi.
Et comment dire, en fait, si tu veux, que des années après, en fait, il s'est toujours retenu de le dire par peur comment dire, voilà, quand les gens lui posent la question, qui vous voyez dans le rôle, en fait, c'est toujours dit non, je pense qu'il n'y a personne, jusqu'à ce qu'en fait, on arrive à Liam Neeson. Alors, est-ce que c'est de la promo? Alors, parce que il y a peut-être un côté promo, parce que ce qui est marrant, c'est que moi, la version que j'ai vue, je dis pas que c'est la bonne, mais c'est celle que j'ai vue et entendue, c'est qu'il l'a dit à Scott Frank, alors que Liam Neeson venait d'être engagé. Donc, il lui a pas dit pour influencer le casting, il lui a dit sans savoir que le casting avait fait, il a dit, ah, j'adorerais que ce soit ce mec-là, et Frank lui a répondu, bah, ça tombe bien. Bah, c'est lui, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, là, je te disais qu'il s'était passé un truc triste, c'est que ce film-là, c'était une ouverture de franchise de films de dinosaures, mais que nous aurions été voir avec un plaisir infini s'il y avait un Scudder tous les 2-3 ans. Mais on était en plein milieu des Liam Neesonneries, donc il a été vendu comme une Liam Neesonnerie avec une bande-annonce où il est au téléphone en train de faire des menaces, qui ne ressemble pas du tout ni au ton, ni au rythme du film. Globalement, le film a été vendu comme un actionneur, comme un sous Tekken, ce qui a créé ce moment triste que les gens qui ont été le voir parce qu'ils espéraient voir un Tekken, ils ont été très déçus, parce que c'est pas du tout un Tekken. Et les gens pour qui le film était fait, pas été le voir, parce qu'ils pensaient que c'était un Tekken. Et en fait, c'est un truc qui avait déjà eu un précédent auparavant, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé sur The Grey, sur Territoire des loups, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que ça a été vendu comme un film d'action. Certes un survival en l'occurrence, parce que c'est quand même difficile de le vendre autrement, mais un film d'action en fait à la Liam Neeson. Et je me rappelle qu'à l'époque les premiers spectateurs étaient furieux en sortant du Territoire des loups, puisqu'il y a une volonté littéralement anti-spectaculaire dans le Territoire des loups qui est affiché par Joe Carnan, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a un accident d'avion, il le montre pas, les combats contre les loups, il les montre pas, donc en fait tout est volontaire, c'est une œuvre noire et mais au final comme Balade entre les tombes, qui exactement, profondément marqué par la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est un film funéraire, c'est un film funeste, c'est un film où tu te balades sans arrêt sur des territoires extrêmement sombres et qui est un polar noir, c'est-à-dire que ça en a le rythme, c'est pas un film rapide, c'est un film qui développe son intrigue doucement, qui prend le temps de présenter des personnages et les personnages, ils ont quasiment tous un point commun, c'est que ce sont des personnages au bord. Ce sont des trafiquants de drogue, ce sont des assassins. Tous dans des zones de gris. Ils sont tous dans des zones de gris, voire ils transgressent parfois carrément de l'autre côté, quoi. C'est le principe du personnage principal déjà, hein. C'est-à-dire que alors dans le film là, il n'est plus détective, il n'est plus en fait détective de police, quoi. Il est détective privé. Il n'est pas vraiment assermenté non plus. Il utilise sa vieille plaque en fait pour obtenir en fait en gros des informations. Souvent il se fait gauler d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a notamment une scène où il va interroger un janitor, un gardien le gardien du parc en fait, voilà. Et en gros, si tu veux, il se fait complètement exploser par le gars qui est quand même pas le mec le plus futé en plus au monde, quoi. Donc il y a tout un espèce de truc comme ça. Il joue quand même beaucoup avec les limites de la loi, voire il les transgresse volontairement. Donc c'est un personnage qui, voilà, et comme tu l'as dit, c'est un ancien alcoolique et qui littéralement alors dans le roman c'est beaucoup plus appuyé que dans le film, quoi, mais finalement je trouve qu'il y a une très belle façon de le rejouer, on va en parler peut-être un petit peu plus tard. C'est qu'en fait il est plus accro à l'alcool, il est accro au meeting des alcooliques anonymes, c'est-à-dire qu'en fait il va dans le roman il va littéralement 2 ou 3 fois par jour en fait au meeting pour remplacer son addiction à l'alcool, quoi. Donc et le film montre, si tu veux, en tout cas tout ce truc là. Et t'as notamment le climax final qui est littéralement rythmé par les les mantras en fait des alcooliques anonymes, quoi. Et mine de rien, ça donne une espèce de portée, si tu veux, sombre et tragique à tout ce qui se passe en fait dans les 20 dernières minutes du film, qui fonctionne, moi je trouve très très bien, quoi. T'as un autre truc aussi, c'est que c'est un film qui est vraiment raconté de son point de vue. C'est-à-dire qu'à lui, en fait, à Liam Neeson, à partir du moment où il mène l'enquête, c'est-à-dire que vraiment, en fait, tu parlais de la scène d'ouverture, qui est une super scène d'ouverture, qui est une fusillade où il est présenté de manière relativement héroïque à ce moment-là. C'est-à-dire que, et toute l'idée, si tu veux, c'est que souvent dans les films de cette époque-là, souvent dans les films américains, de manière générale, quand on te retrouve avec un espèce de personnage qui... Souvent, quand tu te retrouves avec un personnage qui a un trauma comme ça, souvent le trauma, il est présenté dès la scène d'ouverture de manière affichée, de manière claire, nette et précise. Et en l'occurrence, là, c'est pas le cas.
C'est-à-dire que vraiment, toi, tu l'as plus ou moins dévoilé. Mais déjà, en fait, la façon de le dévoiler beaucoup plus tard, même si tu as déjà vu la scène et sans voir les conséquences de la scène, on te la montre beaucoup plus tard dans un flashback, elle est, je trouve, beaucoup plus chargée émotionnellement, parce qu'il la raconte à un enfant qui est censé représenter son salut à lui, en fait, c'est-à-dire sa rédemption. Et c'est pareil, c'est un cliché, ce genre de truc, en fait, normalement, du polar et du film noir et du roman de gare. Shane Black l'utilise, le coup de l'enfant, en fait, assez régulièrement dans ses films, quoi. Et on parle d'un autre grand amoureux du film noir et des romans de gare, quoi. D'un autre grand scénariste. Voilà, c'est ça. Et le truc, en fait, mais là, il l'utilise complètement différemment dans Balade entre les tombes, quoi. Et c'est un personnage beaucoup plus sérieux, ce personnage de petit garçon, quoi, mais qui sert pareil de point d'ancrage, en fait, vraiment pour le personnage de Liam Neeson, pour sa rédemption à lui, quoi. Et quand il lui raconte ce qui s'est passé, qu'une des balles a ricoché et qu'il a tué une petite fille, quoi, là, d'un seul coup, toi, en tant que spectateur, tu te dis, putain, c'est le mec que je suis depuis, 1 heure maintenant de film. Et c'est ce qu'il a fait alors qu'on ne l'a pas présenté comme ça. Et même le gamin lui répond à la base, c'était un des mecs les plus couillus que j'ai vu de ma vie, que j'ai connu, et l'autre lui dit, bah non, en fait, si tu veux, voilà. Donc t'as tout un espèce de jeu, en fait, comme ça, qui apporte, je trouve, déjà dans la façon de raconter le récit, quelque chose de totalement, en fait, dans le point de vue de Liam Neeson, tu le gardes, tu le maintiens. Et là où c'est très efficace, c'est dans sa façon aussi, une fois qu'on a vraiment fini par décrire les méchants, par te montrer en fait qui ils sont quand même assez terrifiants, ils sont assez glaçants. Ce sont des monstres. Voilà, c'est ça. Des tueurs en série, quoi. Bah, d'un seul coup, le film change de focus et les montre, sort du récit mené par Liam Neeson pour les montrer dans leur quotidien, en train de se faire bouffer entre eux, en train de, tu vois, de mener leur petite vie quotidienne de pépère, si tu veux, quoi. Alors qu'en fait, c'est des types qui vont kidnapper des femmes sans défense, tu vois, et littéralement les tuer de la manière la plus ignoble qui soit, quoi. Donc c'est vraiment, en fait, il y a cette volonté, je trouve, dans le film de raconter les choses avec un point de vue qui, pour moi, le sort du, entre guillemets, film de scénariste, que j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène, en fait, là-dessus. Et d'ailleurs, alors c'est un film qui se passe en 1999. Voilà, donc avant... le 11 septembre, au moment où le bug de l'an 2000 fait un peu flipper tout le monde, c'est un truc qui revient un petit peu régulièrement dans le machin, là, et à une époque en fait où New York était censé être nettoyé voilà, par Giuliani. Par Giuliani, le maire à l'époque. Voilà, et la tolérance zéro, quoi. Donc en fait, cette manière, c'est d'autant plus efficace en fait de situer le récit à ce moment-là, parce que en fait, on te montre un espèce de New York un petit peu aseptisé, dont on va finalement en fait te montrer les recoins, voilà, c'est ça. On va te dire en fait ça c'est beau en surface, mais ce qui se passe en dessous c'est toujours aussi moche. Voilà, c'est ça, et surtout en fait te montrer que finalement en fait ces gens du quotidien, ces types que tu pourrais croiser dans la rue, qui sont d'ailleurs, ils prennent l'allure de comment t'appelles ça, de réparateurs, comment dire, d'agents d'entretien, exactement, tu vois. Bah en fait c'est des monstres en fait, des tueurs en série qui kidnappent des femmes, quoi. Et je trouve que c'est un truc qui le film met mal à l'aise. Bon, c'est pas un sentiment agréable, mais c'est un sentiment qu'il sait entretenir et il sait toujours faire pour que tu sois suffisamment mal à l'aise pour te dire oh, ils sont vraiment horribles ces mecs-là, tout en ayant envie de savoir ce qui se passe. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement dès son générique. Son générique, c'est en fait une scène où tu vois, sous un éclairage très brut, très dru, tu vois un corps de femme, une peau de femme en gros plan, avec des mains d'homme qui passent dessus. Et t'as du mal à comprendre ce que c'est. Tu te dis, est-ce que c'est une séquence, un massage? Est-ce que c'est une scène d'amour qu'il est en train de me montrer? Et puis tout d'un coup, au milieu de ces gros plans, qui vraiment sont des doigts qui se baladent sur une peau sans que tu comprennes, t'as un gros plan de l'œil de la femme, et l'œil, il y a une larme qui tombe. Et avec simplement ça, tu comprends tout d'un coup toute l'horreur du générique que tu es en train de regarder, qui t'avait pas explosé la tronche à la fin. Et c'est fait sans effet. T'as pas une grosse giclée de sang qui arrive sur la caméra, c'est juste un gros plan sur une larme. Et moi, à chaque fois que je vois ce générique-là, quand t'arrives ce plan-là, ça me fait mal au cœur parce que je trouve que c'est puissamment fait. Surtout qu'ils remontent la scène finalement, en fait, tu sais ce qui se passe plus tard dans le film, en fait, avec cette scène, elle est littéralement montrée, quoi. Mais t'as tout un jeu comme ça, en fait, si tu veux, où tu te retrouves avec un personnage, finalement, qui est un personnage assez intelligent, hein, mais qui est quand même, se retrouve, en fait, face à, c'est-à-dire, je parle du personnage de Matt Scudder, quoi, tu vois, mais qui se retrouve, en fait, face à des gens qui peuvent totalement le surprendre, en fait. C'est-à-dire, c'est aussi pareil, cette scène où il va interroger ce gars sur le toit, tu vois. Scène incroyable. Voilà, qui se termine, en fait, par un truc totalement inattendu.
On va peut-être pas le spoiler. Avec une simplicité, c'est-à-dire que c'est un effet, c'est clairement un effet, c'est totalement inattendu. La première fois en salle, parce que je fais partie des rares qui l'ont vu en salle et avec plaisir, la première fois en salle, j'ai sursauté parce que tu te dis attends, j'ai raté un truc mais c'est fait avec un simple panneau en fait. Il y a pas de démonstration et pourtant la scène elle est terrassante. Il y a un art consommé de la narration en fait dans ce film qui est vraiment en fait voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rajoute. C'est-à-dire, Scott Frank a rajouté, si tu veux, une couche à ce qu'il écrit. C'est-à-dire vraiment, il y a cette idée de, voilà, encore une fois, de mettre en scène, alors encore une fois, le New York, si tu veux, de manière assez simple, tu vois, mais en fait extrêmement efficace parce que mine de rien, il met quand même souvent en fait dans ses plans l'avant-plan et l'arrière-plan, si tu veux, avec un simple, comment dire, une simple mise au point, tu vois, mais qui d'un seul coup te positionne le personnage dans l'espace, te positionne, comment dire, le truc, et c'est, parce que c'est un personnage à la base de New York, hein, Matt Scudder, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, contrairement à ce qui est raconté dans 8 millions de façons de mourir, quoi. Oui, mais c'est intéressant d'ailleurs d'avoir, parce que le fait d'avoir situé 8 millions de façons de mourir à Los Angeles donne du coup une ambiance et une impression totalement différentes. Complètement, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que là, tu retrouves le Matt Scudder du roman. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a toute l'idée, si tu veux, en fait, qu'il inscrit son personnage dans le, comment dire, dans son cadre, tu vois, qui fonctionne très très bien, quoi. Tu vois. Donc, en fait, moi vraiment, il y a ce truc avec ce film qui est assez fort et c'est d'autant plus dommage que oui, le film est complètement, enfin aujourd'hui, j'ai l'impression complètement oublié, quoi. C'est un peu mon impression aussi, et c'est vraiment dommage. Déjà, les gens qui nous regardent, j'espère qu'ils le regarderont, ils retrouveront Scott Frank, dont on a parlé du jeu de la dame. Il y a aussi, dans le rôle de l'un des deux serial killers, parce qu'en fait c'est un couple de serial killers, il y a David Harbour, qui moi je trouve tient très bien le rôle, c'est-à-dire qu'il a... C'est pas un très bon acteur à la base. Alors c'est pas un très bon acteur, mais là je trouve qu'il est... il réussit à être à la fois tout à fait normal et complètement fou allié. Et sans que tu vois la performance d'acteur. Je trouve qu'il tient très très bien son rôle et qu'il fait très bien ce type-là. Celui qui joue son acolyte, qui est le taiseux, lui, tu vois que la folie chez lui. Alors que surtout parce qu'il est dans le climax en fait. Ouais. Mais il y a comme c'est l'une des choses les plus intéressantes. C'est vraiment un film noir de bout en bout. C'est-à-dire que c'est un film où t'es étouffé par la trajectoire des personnages sont des trajectoires difficiles. On parle de serial killer, le gamin il a une maladie dégénérative. Enfin il y a pas un truc qui se passe bien en fait. Et c'est aussi on en parle souvent toi et moi quand on parle d'enfants dans le cinéma. Souvent l'enfant dans le cinéma c'est une figure héroïsée ou choupinounisée, c'est-à-dire que l'enfant il est super mignon, tout ce qu'il fait c'est parfait, etc. Et là le gamin qui doit avoir je sais pas 13-14 ans, peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. C'est un démerdard quoi. C'est un démerdard, c'est un gamin qui a galéré, c'est un gamin qui vit dans la rue et qui fait pas confiance à Scudder tout de suite. La confiance, faut qu'elle se mérite. Et je trouve que le personnage est assez bien écrit et comme tu l'as dit, avec le drame, le trauma originel, Scudder en fait, la présence de ce gamin, c'est pas une affaîtrie. Elle sert le récit et en plus, dans le climax, la personne qui doit être sauvée est aussi une enfant. Donc il y a un double sauvetage de l'âme de Scudder. Pour lui, ça devient une mission presque sacrée en fait, d'aller chercher à la fois le salut de ce gamin qui est un gamin paumé mais combatif comme pas possible, et le salut de cette gamine qui est une môme qui a rien demandé quoi. Et on va dire qu'il y a un truc aussi, j'en parlais un petit peu, mais ça rejoint le plan final en fait, si tu veux. Même si je trouve que c'est fait de manière, on va dire, presque trop discrète. Voilà, mais c'est le travail de Scott Frank hein, dans l'absolu. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus subtil que je trouve la plupart de ses confrères scénaristes quoi. C'est que la toute dernière image du film c'est littéralement un panorama de New York donc ça se passe en 1999 et on voit effectivement les deux tours, et c'est à dire que c'est une manière de dire que en gros globalement encore une fois quand tu inscris le personnage si tu veux dans sa ville et dans son récit cadre, on va dire, si tu veux, dans son truc, dans son environnement, c'est presque une manière de dire, en fait, et encore à l'époque, c'était encore plus simple finalement que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. Puisque en fait, on parle d'un film de 2014, donc en fait, on a le recul. Ce plan fonctionne avec le recul en fait de ce qui s'est passé en septembre 2001, quoi. Donc du coup, il y a vraiment en fait, en gros, la volonté de faire un film qui est discret dans sa manière de faire les choses,
Moi, je trouve qu'il est très bien rythmé par rapport à ce qu'il raconte, hein, encore une Ah fois. oui, Alors, je suis faut pas d'accord. s'attendre, effectivement, à partir du moment où tu n'attends pas Taken, tu vois, c'est... Il ne faut pas confondre rythme lent et absence de rythme. Ouais, Ça ouais, n'a rien c'est à ça. voir. Et c'est un film qui est extrêmement bien raconté et qui est finalement beaucoup plus ambitieux que ses racines, on va dire, entre guillemets, de roman de gare. Parce que la problématique du roman de gare, en fait, c'est que ça a toujours été considéré comme un sous-genre dans l'idée qu'en fait, si tu veux, on doit d'abord, en fait, en donner au lecteur, en fait, c'est-à-dire en donner au lecteur pour son argent, en fait, c'est-à-dire qu'il soit vraiment rassasié avec, voilà. Moi, je dirais que, à la limite, un des points qui me plaît un petit peu moins dans le film, c'est vraiment la toute fin du climax. C'est-à-dire l'idée que Liam Neeson retourne dans la maison, retourne dans le sous-sol, qu'il y ait un combat, qu'il y ait tous ces trucs-là, etc., etc. Je me suis dit, bon, pour moi, c'était pas obligatoire, quoi. Mais je trouve que ça fait quand même, malgré tout, partie de ce que le roman de gare est censé apporter. Voilà. Et d'ailleurs, même dans l'absolu, en gros, Scott Frank a développé certains personnages qui étaient dans le roman, en fait, étaient beaucoup t'avoue que plus j'ai pas des lu le figures. roman, Non, mais c'est connu, il le dit, en fait, si tu veux. Et en gros, si tu veux, par exemple, le personnage du jeune frère, quoi, c'est-à-dire qui est joué par Boyd Brooks, c'est ça, c'est ça, qu'on retrouvera d'ailleurs dans Logan et dans The Predator de Shane Black. En fait, ce personnage-là, à la base, c'était vraiment une figure quasiment, tu vois, spectrale dans le roman, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout, il le développait pas. Toute l'intrigue, en fait, et le relationnel entre les deux frangins et la portée émotionnelle, en fait, que tu peux avoir avec leur propre parcours à eux, tu vois, dans le roman, enfin, dans le film, pardon. En fait, c'est Scott Frank qui l'a développé pour donner un petit peu de matière, en fait, à ces personnages-là, quoi. Et ça fonctionne assez bien parce qu'il y a une véritable sous-intrigue entre ces deux frères et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, le dernier acte du film est scandé par les 12 étapes des alcooliques anonymes. Et en fait, ce qui se passe entre ces deux frères est entre deux de ces phrases-là et fonctionne aussi bien parce qu'il y a cette originalité de mettre les 12 étapes. Parce que le frère, c'est aussi un ex-alcoolique, et bon, lui, c'est encore un junkie, mais c'est un ex-alcoolique, et donc, la résolution qu'il va donner à son frère fait partie des 12 étapes que tu es censé suivre. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, parce que ils se connaissent comme ça. Mais le truc, c'est que en fait, c'en est un point où je me demande, il faudrait poser la question à Scott Frank, en fait, je me demande si, c'était volontaire, en fait, dans le scénario, c'est-à-dire d'utiliser ces 12 étapes-là, ou si d'un seul coup, en fait, au montage, ils ont décidé à utiliser, en fait, si tu veux, parce que à part un point de bascule au début, en fait, où on les montre, en fait, si tu veux, en présentation, les alcooliques anonymes, on montre une séance, tu vois, à part ce moment où la personne commence, la jeune dame, en fait, commence à énoncer les étapes, le reste du temps, en fait, on n'y revient plus, et c'est vraiment une voix off, en fait. Donc ça pourrait parfaitement être, comment dire, quelque chose qui est rajouté, si tu veux, au montage, et c'est, en tout cas, quoi qu'il arrive, une excellente idée, quoi. Vraiment, c'est vraiment un des trucs qui, pour moi, je trouve, surligne assez subtilement, mais assez en fait efficacement, et l'émotionnalité en fait du film, parce que c'est encore, voilà, c'est en fait comme tous les bons romans de gare, comme tous les trucs comme ça, il y a encore en gros, c'est quelque chose qui travaille en creux les personnages, en fait, qui les montre en fait face à l'absurdité de nos sociétés, quoi, c'est-à-dire vraiment à la violence de nos sociétés et ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment en fait pour moi, c'est quelqu'un qui a complètement compris le genre dans lequel il s'inscrivait, voilà, et qui en fait le fait ressortir presque, voilà, moi en revoyant le film là, c'est-à-dire j'avais beaucoup aimé la première fois, je l'avais pas revu parce que c'est pas forcément un film qu'on revoit, voilà, mais en fait j'ai pris énormément de plaisir à le revoir, et en fait à revoir en fait finalement tout ce qui ressortait en fait à cette seconde vision, qui fait que bon bah voilà, clairement l'idée c'était de donner envie aux gens de le découvrir, quoi, parce qu'on sait que c'est un film qui a pas du tout marché. Ouais, c'est un film qui a pas marché, et globalement on vous a un peu fait l'article, hein. Moi je sais que honnêtement je suis totalement admiratif du travail de Scott Frank en général, tout à fait, voire un peu jaloux parce que j'aimerais bien être aussi bon scénariste que lui, j'avoue. Qu'est-ce qu'il est bon, et on a un Liam Neeson qui nous rappelle qui sait jouer, ce qu'il a un peu oublié dans toutes ces tequenneries. C'est surtout qu'il a rien à jouer, quoi, mais il fait le service minimum, alors que là il est investi, et ça se sent, ça se voit. On a aussi le début d'une collaboration qui est entre Scott Frank et son musicien qui s'appelle Carlos Rafael Rivera. Donc c'était la toute première BO qui est, à mon sens, qui colle parfaitement au film. C'est-à-dire que c'est une BO qui est comme l'ensemble du film. Elle paraît très douce à l'écoute. C'est pas quelque chose qui agresse l'oreille. C'est pas énervé. Et pourtant il y a quelque chose de funeste dans sa composition. Donc et il a repris la même personne sur Godless et sur Le Jeu de la Dame, qui sont deux super BO si vous les connaissez pas. Donc il y a
c'est un petit film, mais c'est pour moi une grande réussite. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à la fin, ce n'est pas vraiment un petit film. C'est-à-dire c'est un film qui est petit parce que, bon, aujourd'hui, effectivement, il a pas de réputation particulière. C'est un film qui, malheureusement, pour l'instant, signe le dernier long métrage cinéma de Scott Frank. Il n'en a pas fait d'autres. Il tourne en ce moment même une nouvelle série en France qui s'appelle Monsieur Spade, comme quoi... Voilà, Sam de son prénom. Voilà, exactement. Comme quoi, en fait, si tu veux, il y a une continuité. Hein. On est vraiment, en fait, encore une fois, chez les détectives privés, dans le roman de gare, dans le film noir, etc., etc. C'est en gros, c'est la, comment t'appelles ça, la retraite de Sam Spade, tu vois, en France. Je crois que c'est, alors je dis pas de bêtises, c'est une série, mais il me semble que c'est une série pour Netflix encore. Je ne suis pas sûr que ce soit pour Netflix à proprement parler, mais en tout cas c'est une série, c'est sûr. Je pense que vu le carton absolument cosmique du Jeu de la Dame, ça a dû plutôt bien se passer, les négociations. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui a vraiment en fait voilà un amour de ça. Un amour, une compréhension et une capacité à sans en sortir de ce que c'est. Donc il va pas le révolutionner, mais il va savoir tellement bien le caresser comme il faut, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il le fait ressortir, c'est-à-dire que les qualités absolues, encore une fois, c'est pas aussi dans ta gueule que Shane Black, par exemple, si tu veux, quand il fait Nice Guys, ou quand il fait comment dire, Long Kiss Goodnight, ou Le Dernier Samaritain, hein, le Dernier Samaritain, je porte le t-shirt, un t-shirt qui va avec, les vrais reconnaîtront, quoi. Mais le truc, c'est que par contre, en fait, il fait littéralement, il apporte vraiment, à mon sens, en fait, une qualité cinématographique supplémentaire, en fait, si tu veux, au récit, quoi. C'est-à-dire au récit, le film noir, on connaît, le roman de gare, on connaît, ça a été adapté, des milliers de films existent, en fait, enfin des centaines de films existent sur le sujet, quoi. Donc, voilà, lui, il a cette capacité, il le fait super bien. Je vais vous montrer le Blu-ray, parce que je sais pas, en fait, s'il est dispo je ne crois pas l'avoir vu sur les plateformes, si. Je crois pas, mais le Blu-ray est dispo, il existe effectivement en France aussi, parce que ça, c'est la version américaine. C'est le Blu-ray Balade US, entre les tombes, en français, on le rappelle au cas où. Franchement, enfin, je sais pas si on aura réussi à donner envie aux gens, mais en tout cas, moi, c'est un film que je conseillerais les yeux fermés dans tout ce qu'il sait faire, parce que tout ce qu'il fait, il le fait à merveille. Bon, merci Julien, je pense que c'est bon, on a fait le job. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Merci à vous tous qui nous suivez. Pour nous soutenir, 2 adresses, hein, Tipeee et Patreon, les mots-clés sont Capture Mag. Voilà, et puis nous on se retrouve pour un prochain film, une prochaine fois. Avec plaisir, à bientôt. Salut.